Hey, bonjour à tous. On est là aujourd'hui avec Nathalie Massé. Nathalie que j'adore sur la partie phytothérapie et qui est intervenante dans mon école Pranathéna. Bonjour Nathalie. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et c'est hyper important pour moi d'aujourd'hui de vous présenter Nathalie parce que vous le savez, dans toutes les réunions de présentation de l'école, à chaque fois que je parle de l'école, je cite les différents formateurs et je vous dis pourquoi je les ai choisis. Et en fait, aujourd'hui, on a affaire à Nathalie. Nathalie, c'est quand même une personne, on peut lui décerner la palme de la première personne de toutes les gens que j'ai rencontrés à me donner envie de m'intéresser aux plantes. Et j'en étais pas à ma première école de formation en naturo. J'avais déjà bouffé de la phyto, j'avais déjà bouffé de la gémo, de l'aroma, etc. Et en vrai, jusqu'à présent, tu vois, enfin, jusqu'au moment où on s'est rencontrés, je m'étais dit, c'est bien mignon tout ça, mais il y a un truc en moi qui s'anime pas. Tu sais, il n'y a pas cette passion qui bouillonne, etc. Et en fait, c'est en te rencontrant que j'ai eu l'opportunité d'allumer ça vis-à-vis des plantes. Et donc, franchement, j'ai vraiment à cœur de pouvoir faire connaître ton message et puis de te présenter aux autres potentielles personnes pour qu'elles puissent découvrir ton travail. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire, Nathalie, comment t'en es arrivé à la phyto? Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit, moi, je vais écrire des livres et je vais mettre la tête dans les plantes à longueur de journée? Comment j'en suis venue? J'ai, je pense que j'en suis venue aussi avec d'abord avec les légumes, avec l'alimentation. Je me suis dit, Mhm. je me suis d'abord intéressée aux aliments qui soignaient, aux légumes, aux fruits. Et comment j'en suis venue? J'avais l'impression, je voulais travailler dans tout ce qui était en lien avec la nature, l'environnement. J'avais cette impression-là. Et moi, je me suis dirigée plutôt vers devenir institutrice. J'étais en sciences de l'éducation, arts plastiques, etc. Et un jour, en fait, je me suis dit vraiment, je cherchais un peu ma voie et j'ai trouvé dans un petit bouquin, les guides du métier vert, je me rappelle. Et je l'ai parcouru, ce petit guide, et j'ai vu herboriste. Et en fait, et tu vois, j'avais pas forcément ça en tête. Et j'ai dit, c'est ça que je veux être. Je veux être herboriste, en fait. Je veux soigner les gens avec les plantes. Voilà, c'était ma première démarche, en fait, parce que je m'intéressais un peu plus aux aliments qui soignaient. Voilà, c'est ça. Hein. Enfin, je sais pas, Bien c'était le sûr. point de Après, non, mais départ. c'est le petit déclic, il est là. Et comme quoi, en fait, tu vois, parfois, c'est une rencontre, c'est un flyers, c'est un petit livre. Et souvent, c'est des choses comme ça. Tu vois, j'ai une personne qui déposait candidature dans notre école. Elle me disait, moi, je suis de métier pharmacien et notamment pharmacien d'industrie. Ensuite, elle s'est spécialisée. Et elle me disait, en tombant sur un livre sur l'aromathérapie un jour où je faisais un séjour en Suisse que ça a bouleversé ma vie et que j'ai basculé dans une autre vision de la santé, etc. Parfois, et elle dit, ce petit livre, il m'a jamais quitté. En Ouais, ouais, fait, c'est ça. et pourtant, elle a trouvé plein d'autres enseignements depuis, donc c'est vraiment cool. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit justement, il y a tout ça, il y a la phyto et autres, mais finalement la naturopathie, ça en fait aussi partie pour avoir cette vision certainement plus large de la santé encore. Alors ça, en fait, ma rencontre avec la naturopathie, c'est grâce finalement à mes collègues. J'ai eu la chance, quand je me suis formée du coup en herboristerie, j'ai été prise en stage en herboristerie sur Mhm. Paris. Et donc je cumulais je bossais en tant que pionne et du coup je bossais aussi à l'herboristerie. Et en fait, tous mes collègues étaient naturopathes. Et Mhm. à leur contact, forcément que j'ai beaucoup appris. En fait, je me suis dit, mais en fait, c'est la suite logique. C'est vraiment la suite logique de devenir naturopathe parce qu'encore une fois, on peut tout à fait utiliser les plantes pour soigner les gens, mais faire de l'allopathie avec les plantes. Et Bien c'est sûr. ça qu'il faudrait pas faire. Et du Mhm. coup, c'est ça. Je me suis dit, c'est la suite logique en fait. Les plantes toutes seules, ça sert à rien en fait. Il faut les mettre dans un contexte. Et du coup, voilà, je me suis formée en naturopathie. Ça me fait hyper plaisir de t'entendre le dire parce que souvent je dis aux gens, la naturopathie c'est pas de l'allopathie verte, je suis pas tout seul à dire ça, mais surtout je leur dis les plantes en fait c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va permettre de déployer quelque chose, mais enfin entre nous prendre des super plantes pour drainer le foie ou je ne sais quoi, alors que tu t'enquilles des fast-food 3 ou 4 fois par jour, entre nous ça sert à rien du tout, tu vois, c'est pas plus intelligent que de prendre des médicaments hein, dans l'absolu pour le mal de tête. C'est exactement le même principe. Et donc bien sûr il y a un effet parfois moins toxique ou moins C'est ça. néfaste. Mais et donc là, on peut que remercier la nature de mettre ça à notre disposition. Mais si c'est pour colmater, en vrai, on est en train de passer à côté de la quintessence des plantes qui va bien au-delà de tout ça et qui peut renforcer tout ce qui se passe dans notre corps. Et justement, toi, c'est quoi la première plante qui t'a marqué où tu t'es dit, ouah, franchement, tu vois, il y a peut-être, peut-être qu'il y en a pas. Est-ce que tu as des plantes favorites? Est-ce qu'il y a des trucs où vraiment tu te dis, quand je connecte avec cette plante, waouh, il se passe quelque chose?
C'est vrai que c'est difficile j'ai pas forcément une plante préférée. J'en aime beaucoup. C'est difficile. Après, je rigole avec mes élèves sur l'artichaut parce que l'artichaut, il y a 15 ans, j'étais incapable de boire l'artichaut. C'est très amer et maintenant ça passe comme une lettre à la poste. Et je vois aussi les bienfaits que ça fait, hein, parce qu'il agit assez vite aussi. J'aime l'Aquilée millefeuille, j'aime la Reine des Prés. En fait, c'est toujours cette question. C'est difficile d'en choisir une. Je peux pas trop répondre. Mais c'est ok, c'est ok. À la limite, justement, quand on te demande de faire un truc hyper binaire, c'est compliqué. Mais l'idée, c'est de voir, effectivement, chacun a ses petites plantes, ses petits trucs. Moi, tu vois, par exemple, j'adore le fumeterre. Tu vois, donc je sais pas pourquoi, mais c'est un jeu. Là, je pense que c'est le nom, en fait. Il y a même des fois, je me suis dit certainement que ce nom, en fait, quelque part, il a fait écho en moi. Alors, je ne saurais pas te dire pourquoi je l'apprécie, mais en tout cas, il y a vraiment un truc où j'aime ça. J'aime vraiment cette plante. Et du coup, en fait, toi, aujourd'hui, bah, tu donnes des cours déjà à l'École des plantes de Paris, tu écris des livres, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui te passionne dans le fait de transmettre par rapport à la phyto? C'est quoi le message que tu as envie de transmettre? Pourquoi finalement, alors qu'il y a déjà énormément de choses sur la phyto, tu te dis j'ai quand même envie d'écrire et de transmettre? Alors, déjà, c'est vrai que ça peut être un peu égoïste parce que transmettre, c'est être au contact aussi avec les gens et du coup, c'est très enrichissant en tant que formateur. On s'enrichit aussi au quotidien. Après, j'aime. En fait, ce que j'aime aussi, c'est pouvoir faire boule de neige. En fait, c'est-à-dire à mon niveau, à mon petit niveau, c'est aussi transmettre cette passion qui m'anime quand même, effectivement, et donner envie en fait aux gens de l'utiliser au détriment justement de la chimie et transformer, enfin tu vois, faire boule de neige et que petit à petit ça prenne de plus en plus d'essor. Enfin moi il y a ça aussi qui me plaît et puis que enfin je sais pas, hein, ça peut paraître bizarre mais j'aime j'aime éveiller aussi, enfin voilà, mettre sur la piste, enfin il y a tellement, à chaque fois on va trouver des solutions naturelles, tu vois. Il y a un champ des possibles immense, mais j'aime le côté ludique aussi. C'est vrai que j'aime bien qu'on rigole aussi. J'aime, je sais pas, je sais pas. Moi, j'ai souvent tendance, quand on me dit, mais du coup, c'est comment les cours avec un tel, avec un tel? Moi, j'ai dit, Nathalie, quand elle parle d'un truc, j'ai l'impression d'écouter un conte, pas un conteur, tu vois. Ah, Mais t'es vraiment, gentil. tu vois, honnêtement, quand tu racontais les choses, et pourtant, je me souviens d'une formation qui était très accélérée, donc ça speedait. Et honnêtement, bon, bien sûr, là, on a prévu de le faire beaucoup plus cool dans l'école et de pouvoir prendre son temps, s'imprégner, intégrer les choses. Parce que quand on est déjà formé, expérimenté, recevoir des informations rapides, ça peut aller. Maintenant, quand on apprend le métier de prime abord, il faut quand même y aller, intégrer à son rythme, etc. C'est important. Donc, ça sera complètement différent. Mais en fait, ce que j'avais aimé, c'était un peu une sorte de mélodie qui s'enchaînait comme ça. Et en fait, moi, je me sentais porté par les choses. Parfois, je ressentais plus l'énergie de la transmission que l'information, en fait, qui me parvenait. Et ça, pour moi, c'est très important parce que notre inconscient, il enregistre tout. Il sait pertinemment telle plante qu'on en a parlé, mais nous, on a juste l'impression qu'on n'a pas accès directement à la mémoire des informations. Par contre, notre cerveau enregistre aussi à chaque seconde tout l'aspect neurosensoriel de tout ce qu'on a vécu au moment où on a reçu l'information. Et pour moi, c'est d'abord, je suis inspiré, je suis animé par quelque chose. D'abord, la passion m'est communicative. D'abord, la crédibilité, la légitimité, la confiance de l'intervenant m'est transmise. Et ensuite, en moi, finalement, va germer, s'intégrer la connaissance qui va avec. Et du coup, ça, c'était vraiment hyper important pour moi. C'est aussi pour ça, bon, voilà, j'ai pas peur de dire, voilà exactement pourquoi j'ai choisi Nathalie et personne d'autre. Et c'est aussi parce que, quelque part, si tu veux, apprendre à transmettre dans des livres, c'est déjà un gros travail de synthèse, un gros travail de pédagogie. Et t'en es pas au premier livre, hein. Je sais qu'à chaque fois qu'on se parle, tu me dis toujours, je suis en train de travailler sur un livre. Non, mais parce qu'il y en a qui sont, ouais, non, mais non, j'en ai pas écrit beaucoup, hein, non, 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 non. Mais c'est pas ça, mais je veux dire, par rapport au commun des mortels qui a écrit aucun livre, tu as écrit des livres. Et pour avoir commencé à écrire mon livre sur l'alimentation, je sais ce que c'est de devoir formuler, etc., de structurer. Il y a une chose de parler, transmettre à l'oral, il y a une chose de mettre sur écrit, d'organiser, de synthétiser, de mettre en forme et autres. Et donc ça, c'est important aussi. Donc pour moi, tu vois, je pense que c'est une belle casquette en plus de la casquette de la capacité à transmettre. Et aujourd'hui, si on devait un petit peu décrire l'activité que tu as, donc bien sûr tu écris, est-ce que tu te classes comme herboriste naturopathe, naturopathe herboriste? Est-ce que tu te classes comme formatrice en herboristerie ou à l'école des plantes ou en naturopathie? Comment tu te définirais pour les gens qui te connaissent pas?
Alors c'est vrai que herboriste, ouais, je le place en premier herboriste. Ouais. C'est vrai que je suis d'abord herboriste, même si ce métier entre guillemets n'existe pas et qu'il y en a plein qui se disent herbaliste pour pas utiliser ce terme d'herboriste. Mais moi, voilà, maintenant ça y est, j'ai passé le cap et je me dis herboriste, herboriste naturopathe. Après, plutôt formatrice aussi. C'est vrai que là pour l'instant, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est la transmission, c'est Mhm. donner des formations, voilà, sur les plantes Mais c'est médicinales. important aussi parce que souvent les gens me disent ah ouais mais du coup c'est une personne qui donne beaucoup de formations et qui transmet, qui écrit des livres. Du coup est-ce que c'est une personne qui fait beaucoup de consultations? Mais en fait pour moi l'effet boule de neige de faire rayonner la naturopathie il prend des milliards de formes. Et trop souvent en France on est cantonné à dire on a l'impression que c'est une profession réglementée qui doit faire qu'un type de tâche, c'est-à-dire suivre des gens en consultation. Bien sûr c'est utile, bien sûr c'est formateur, bien sûr c'est nourrissant, ça permet aussi d'avoir plein de cas, plein d'anecdotes. Mais savoir transmettre, c'est aussi ce qui crée l'énorme effet boule de neige. Et heureusement qu'il y a des gens qui transmettent bien, parce que sinon, les autres, ils sauraient pas faire des consultations. Donc, et ça prend du temps. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Ces 5 dernières années, j'ai passé le plus clair de mon temps à faire de la transmission. Bah, honnêtement, ça prend énormément d'énergie quand on veut le faire bien. Quand on sort de là, on n'a plus toujours l'énergie de faire du one-to-one. Et on en fait de temps en temps, mais parfois ça prend le pas. Et en fait, on se rend compte que chacun va avoir un rôle à jouer dans cette espèce de chaîne de production, de la prise de conscience jusqu'à la réalisation des individus, qu'une autre santé est possible, qui mettent en place dans leur vie, etc. Entre les deux, il y a des gens qui font de l'individuel, il y a des gens qui forment des gens, il y a des gens qui font de la prise de conscience de masse. Par exemple, moi j'estime que quand on fait une vidéo comme ça ou une vidéo YouTube, on donne envie à tout le monde potentiellement de se former, potentiellement d'aller plus loin. Donc on fait avancer. Et ça fait partie en fait de la naturopathie, ça fait partie de cette nouvelle démarche de santé, à mon sens. Et justement, je voulais te demander quelque chose par rapport à la phyto. Souvent, tu sais, on a l'impression qu'on doit classer, il y a la gémeaux, il y a les élixirs, il y a les tisanes, il y a les teintures mères, il y a on va dire la partie vraiment phyto, un peu dite thérapeutique, moins alimentaire. Il y a les légumes ou la bromatologie. Et puis à part, on va avoir finalement l'aroma, les hydrolats, etc., les huiles végétales. Comment tu classes tout ça, toi, au niveau de la phyto? Est-ce que pour toi, tout ça, c'est de la phyto? Comment les choses, elles s'interconnectent? Bon, tout ça, c'est de la phyto, hein. Tout ça, c'est de la phyto. Après, c'est des branches. Il y a des branches, mais ça reste de la phyto. Et souvent, c'est une question qui est posée. À quel moment on doit prendre l'aroma? À quel moment on doit prendre la gémo? Alors, souvent, ce que je réponds aussi, ça va être aussi en fonction de la personne. En fonction de la personne, parce qu'en fait, ça correspond aussi à des formes galéniques. Enfin, la gémo, c'est une branche. L'aroma, c'est une branche, mais c'est aussi des formes galéniques. Mhm. Il y a la tisane, les teintures mères, les gélules. Donc, en fait, ça va aussi dépendre de l'individu qu'on a en face de nous Bien sûr. et ce qu'il se sent de faire au quotidien justement par rapport à sa demande, par rapport à son déséquilibre. Et en fait, on va pouvoir aussi multiplier différentes choses. C'est vrai que la gémothérapie, ça va travailler très profondément au niveau cellulaire. Il y a une notion un peu de cure de jouvence qui va s'opérer, tu vois, un phénomène antidégénératif, anti-vieillissant. Mhm. Moi, je trouve que parfois, en fait, parfois on va aussi cibler, on va dire tiens cette personne-là c'est ce bourgeon qu'il lui faut, mais en même temps ça va être aussi salutaire qu'il prenne une petite tisane tout au long de la journée. Donc en fait la gémeaux, le bourgeon, ce bourgeon il va venir compléter, tu vois, il va venir Ouais. potentialiser. En fait on est sur des potentialisateurs et peut-être que donc il va prendre sa tisane tout au long de la journée s'il le souhaite ou sous forme d'alcoolature, le bourgeon qui vient compléter. L'aroma, elle peut venir aussi en fonction. L'aroma, moi, j'aime l'utiliser en usage externe, en olfaction, en diffusion. Mhm. Et ça peut aussi venir compléter quand on a besoin de, tu vois, de calmer un petit peu. C'est quelque chose Mhm. d'assez puissant, mais j'ai du mal à répondre à chaque fois à ça. C'est vraiment en individualisant à chaque fois avec la personne ce qu'elle se Mhm. sent de faire au quotidien. Le tout, c'est qu'elle le fasse. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas lui donner une tisane pour lui donner une tisane parce que ça coûte moins cher, parce que c'est facile à préparer, parce que il y a moins de contre-indications. Le tout, c'est que la personne, elle le fasse, quoi. C'est tout. C'est Mais tu dis, je sais pas comment répondre à cette question, et en fait, moi, ta réponse, je la trouve parfaitement pertinente et complète, parce qu'en fait, c'est la réponse type. Moi, tu vois, quand les personnes me posent une question en général, je leur dis toujours, ma réponse type, vous la connaissez, c'est ça dépend. Pourquoi? Parce ça. que ça dépend de la personne. Quelqu'un qui veut pas avaler une gélule, évidemment, ça sert à rien de lui proposer cette galénique. Quelqu'un qui n'a pas envie de se faire des tisanes régulièrement dans la journée ou qui aime pas boire chaud, par exemple, parfois ça s'y prête moins. Donc en fait, on va devoir individualiser, contextualiser aussi en fonction de son emploi, en fonction de tout ça. Parfois ça s'y prête ou ça s'y prête moins. Et c'est très intéressant d'aller là-dessus. J'aimerais te poser une question en rapport avec le métier de naturopathe. Donc toi, tu es herboriste naturopathe, donc plutôt à la casquette, on va dire herboriste à la base, qui a compris qu'une vision encore plus large
du causalisme, du vitalisme, etc. existent. Par rapport à ces branches hygiénistes qu'on avait dans les années 70-80, très très axées sur l'hygiénisme, il y a que l'hygiène de vie, que l'alimentation. Toi qui justement préconise les plantes, en quelque sorte, on peut dire que t'es en dehors de cette branche-là. Moi aussi d'ailleurs. Hein. Moi, je pratique une naturopathie dite moderne, un socle hygiéniste sur laquelle on vient utiliser des moyens d'aujourd'hui, parce que l'humain d'aujourd'hui, bah, il est perclus de stimuli, de différentes choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'il vivait dans les années 80 d'ailleurs. Mais en tout cas, comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'une naturopathie purement hygiéniste, c'est encore valable là aujourd'hui en 2021? Alors, en tout cas, pour te répondre, déjà individuellement, c'est vrai que j'ai quand même cette démarche d'être non interventionniste et Mhm. d'avoir, j'ai quand même, enfin, j'ai quand même la philosophie hygiéniste Bien sûr. et du coup, j'interviens que si vraiment il y a besoin Mhm. et du coup, bon bah les plantes effectivement, je vais les donner si s'il y a besoin. C'est ça qui est un peu paradoxal parce que j'enseigne les plantes, mais Bah moi oui, mon, mais mon ça objectif veut c'est dire aussi de faire tout pour pas avec, les prendre avec en fait. parcimonie au bon endroit. Le but, Ouais. c'est de le mettre au bon endroit. Donc, moi, je comprends. Je comprends ce paradoxe et souvent les gens disent, mais attends, je comprends pas. T'enseignes la naturopathie, il y a un truc comme plus de 17 jours de phyto dans ton enseignement et pour autant, tu nous dis les plantes, c'est en dernier recours. C'est ça. Genre, qu'est-ce qui se passe là en fait? Bah, il y a aussi 23 séminaires de 3 jours de naturopathie pure et autant vous dire que c'est ça qu'on va faire dans la majorité des cas. Hein, c'est aussi réparti pour ça. Mais du coup, ce serait en fait, et j'aime quand même ce que disaient Alain Rousseau et Pierre-Valentin Marchesso, la Mhm. notion d'herbalisme en fait. Ouais. Je vous ai dit qu'il y en a qui se nomment herbalistes pour pas se nommer herboristes, et cette notion d'herbalisme, d'utiliser les plantes plutôt comme aliment avant d'être un médicament, c'est ça Ouais. qui m'anime aussi, tu vois. Mais après, bon, après voilà, c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, on va chercher, voilà, on va chercher des solutions. Peut-être c'est plus rapide de prendre des plantes que de mettre en place des techniques. Enfin, tu vois, d'autres techniques, je sais pas, mais Alors, en fait, le truc aussi qui se pose, c'est que l'humain d'aujourd'hui, ne serait-ce que si on prend la partie stress ou la partie émotionnelle qui est très difficile à gérer en ce moment pour les gens, bah, c'est vrai que quand on leur dit, écoutez, il va falloir revoir votre hygiène de vie, méditer, faire ci, faire ça, parfois ils ont besoin d'un coup de pouce. Et c'est donc ça. d'ailleurs, je parlais avec une de mes étudiantes qui est docteur en pharmacie et qui me disait en fait aujourd'hui, clairement, on voit arriver des prescriptions dans tous les sens de substances chimiques pour apaiser les gens, permettre de dormir, des psychotropes, etc. Tout simplement parce que les gens sont au bout du rouleau avec la situation. Et donc je me dis, quelque part, l'hygiénisme c'est bien, Ouais. évidemment c'est un socle, mais qu'est-ce Et qu'on fait pour ces gens-là qui n'ont pas le choix de basculer? Moi j'appelle ça utiliser des produits qui font mouche à tous les coups. Quand tu as sous la main des plantes, des produits, des compléments alimentaires, des choses ou même des crèmes cosmétiques naturelles bien sûr, qui permettent d'avoir des effets rapides, parfois ça déclenche aussi l'idée dans l'esprit de la personne qu'autre chose est possible bien et sûr. donc d'accepter de se tourner vers l'hygiène de vie vers lequel il serait honnêtement pas allé de prime abord et ça permet de générer des prises de conscience. Après, en gardant le socle de l'hygiène de vie et d'ajustement voilà à ce niveau-là qui est indispensable. Hein. Mais en fait, c'est ce qu'on fait. En fait, c'est l'approche aussi qu'on faisait en herboristerie et que je Mmh. transmets un petit peu la notion de on va quand même s'occuper du terrain. Donc on va dans la prescription, si on décide de faire une prescription avec des plantes, c'est de donner des plantes du terrain, voilà, qui Mmh. peut-être émonctorielles, qui vont relancer certaines choses, et de toute façon d'avoir quand même une réponse un peu symptomatique, un peu de confort, même si on a tendance à dire voilà, faut pas faire de la phytothérapie symptomatique, mais c'est pour que la Idéalement, il personne, faudrait pas, mais idéalement il faudrait pas, mais en fait la personne elle vient avec une demande, avec parfois des souffrances, une demande bien particulière, et du coup c'est de travailler quand même sur ça pour qu'elle ait des résultats rapide et pour qu'elle ait envie effectivement de, comme tu dis, de pouvoir poursuivre et de mettre en place des choses qui vont s'inscrire dans la durée en fait, dans des vraies réformes de vie bien et qui sûr. vont prendre plus de temps en fait. Mais À ouais, court ouais, terme, hein, si on arrive à générer des petites réactions à court terme, on va commencer à stimuler la motivation. Par mmh, contre, si on arrive à projeter l'individu à moyen long terme dans sa motivation et dans la confiance qu'il a dans son praticien, ben on génère ce qu'on appelle de l'ambition. Alors l'ambition, on voit toujours ça financier, professionnel, la réussite, mais c'est pas ça. C'est aussi une réforme de santé. C'est pas un projet à court terme, c'est un projet à moyen long terme dans la plupart des cas. Et si on veut inscrire ça à moyen long terme avec une ambition de santé, une ambition de bien-être, bah, quelque part, il faut aussi qu'à court terme, déjà, la personne puisse constater des choses et bien sûr. nourrir sa motivation. Encore une fois, on n'est plus dans les années 80 avec Alain Rousseau, avec Marchesso, etc., qui ont légué un peu leur enseignement. On est dans une civilisation où les gens, ils cliquent. 2 heures après, il y a un livreur d'Amazon qui déboule.
Et donc, ils sont plus d'accord pour attendre 3 mois pour voir si quelque chose va se passer. Et qu'est-ce qu'on fait? On laisse tout le monde sur le carreau, ou alors est-ce qu'on accepte, nous aussi, dans notre pratique, d'adapter un peu là-dessus, en partant du principe que c'est pas la finalité, mais par contre que quelque part, ça va nous donner le coup de starter pour dépasser l'inertie du départ et pouvoir inscrire les choses dans la durée. Justement, je parlais là de l'enseignement qui, en quelque sorte, diffère par rapport aux années 70-80. Forcément, ça évolue. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, parce que je rencontre beaucoup de naturopathes qui me disent, je me sens pas à l'aise sur la phyto, je me sens pas à l'aise sur l'aroma. J'ai appris, mais c'était pas assez complet, c'était pas assez profond. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'enseignement naturopathique de la phyto est suffisant pour que les gens vraiment puissent se dire, j'y vais, je suis confiant, je sais ce que je dois savoir? Bah après, je sais pas ce qui se fait dans chaque école, mais c'est vrai que souvent il y a pas, par rapport à tu vois, à la masse enfin je sais pas, c'est un domaine, on met un pied dedans, on n'a pas assez d'une vie de toute façon pour, tu vois, pour Bien tout sûr. apprendre, et puis on en découvre toujours, donc c'est toujours trop peu. C'est sûr que c'est toujours trop peu. C'est pour ça que ça reste parfois des initiations, et il faut qu'ils aillent après se former ailleurs pour approfondir, tu vois. Je sais que, ouais, c'est sûr. Tu vois, nous on a eu à l'école des plantes de Paris, on a eu souvent des naturaux qui venaient approfondir parce qu'ils avaient le sentiment de pas avoir eu assez d'heures de cours en phyto, tu vois, dans leur cursus. Donc de toute façon, on n'aura jamais assez d'une vie pour apprendre, ça c'est sûr. Hein. Enfin, Bah, après, c'est vrai qu'il y a l'apprentissage et il y a la partie aussi expérimentation, ouais. observation des faits, soi-même regarder ce qui se passe, continuer toujours à étudier. Et c'est là où on va nourrir finalement l'expérience et l'expertise. L'expertise, la maîtrise, ça vient aussi de ça. C'est pas juste je reçois des connaissances, ça rentre dans ma tête, ça y est, j'ai une bibliothèque de savoir large comme ça. Sinon, Non. je serais docteur. Là, il y a 10 fois dans ma pièce, 10 fois les livres qu'il y a tout là. Donc, j'ai des piles d'1 mètre de livres partout dans ma pièce, dans mon bureau. Autant te dire que je serais docteur dans à peu près toutes les disciplines possibles et imaginables s'il s'agissait d'avoir juste du savoir. Or, c'est pas le cas en fait. Et c'est pour ça, je me souviens quand on avait commencé à parler du cursus et de la partie phyto ensemble, tu m'avais dit, bah du coup, tu sais, c'est quand même chaud de mettre tout ce que tu me demandes en quelques jours. Et moi, je t'avais dit, on se contrefout du nombre de jours, on fait ce qu'il faut pour qu'ils soient bons et qu'ils sachent vraiment ce qu'ils doivent savoir. Et donc finalement, je sais plus si on a doublé ou triplé le nombre de jours qui était initialement envisagé par rapport à ce qui se fait couramment. Mais et encore, on a encore rajouté d'autres modules complémentaires, d'autres modules d'aromas complémentaires très poussés. Et donc là, on arrive, je crois, de mémoire, on est entre 17 et 20 jours sur tout ce qui touche à la phyto. L'idée, c'est de dire, on veut former des naturopathes compétents, modernes. Et aujourd'hui, c'est pas je sais donner quelques tisanes, c'est vraiment je maîtrise l'outil parce que l'humain d'aujourd'hui, il a besoin de ça pour l'accompagner. Pas de prime abord. Nathalie l'a parfaitement dit. D'abord, l'hygiène de vie. Mais quoi qu'il en soit, le coup de starter, le coup de boost, et puis l'accompagnement du cas spécifique, ça passe aussi par la phyto. Alors ça, c'est les enseignements phyto. Mais après, on a aussi toutes les stratégies naturo-par-émonctoire, toutes les stratégies naturo-par-sphère du corps. Et à chaque fois, bien sûr, on reprendra des bases de phyto pour expliquer en fonction des différentes types de biothérapie, bah, qu'est-ce qu'on peut utiliser en face. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Nathalie, quelqu'un qui aujourd'hui se dit ouais mais les plantes on peut pas les trouver, il y a pas beaucoup d'herboristes, il y a plus d'herboristes, c'est pas possible, c'est impossible de conseiller des choses parce que les gens trouveront pas. Donc parfois j'entends ça. Qu'est-ce que tu as à leur dire à ces gens-là? Alors, franchement, on trouve des plantes. Enfin, tu l'as dit. T'as dit. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui commandent en 2 heures après, ils sont livrés. En fait, il faut savoir que alors, les plantes de qualité, c'est vrai qu'on a tendance moi, j'ai tendance à véhiculer l'information que c'est chez les petits producteurs. Eux, ils sont là du début jusqu'à la fin. Donc, en fait, même si un petit producteur, il a pas de site internet, on peut l'appeler, on peut lui passer commande. Bon, donc on peut commander directement chez les petits producteurs. On peut aller aussi en magasin bio. Ils ont aussi des plantes. Ils ont des plantes. On peut aller en herboristerie. On a des anciennes herboristeries qui ont jamais fermé dans des grandes villes de France. On a des nouvelles herboristeries qui ouvrent. Hein, c'est ce que j'appelle les herboristeries de la nouvelle vague, enfin qui sont basées sur la liste des 148 plantes libérées. On peut aller aussi en pharmacie. Moi, je veux pas cracher sur les pharmaciens. On peut aller aussi en pharmacie. Après, voilà, à nous aussi consommateurs et thérapeutes de demander des plantes d'origine bio, etc. Il y a moyen de trouver des plantes. Il y a pas de problème. Il y a aucun problème. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend souvent les plantes, on n'en trouve plus. Et puis surtout, on nous dit on n'a plus le droit de rien dire, donc en fait, ils en vendent plus. Or, il y a une grande différence entre les allégations de santé, les plantes classifiées. Si tu peux nous dire un mot d'ailleurs là-dessus, ça m'intéresse qu'on dégrossisse pour les gens qui s'inquiètent, hein, de dire bah ouais, mais j'ai peur pour l'ordre des pharmaciens, le truc comme ça. Conseiller des plantes à partir du moment où c'est pas des plantes qui sont réservées au monde médical, par exemple, ou des plantes considérées toxiques, etc.
potentiellement. Visiblement, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les classifications Oui. et dans quelle mesure un naturopathe a le droit de conseiller des plantes? Alors, effectivement, il y a des listes qui existent, il y a des listes de plantes. Donc, on a la liste A et la liste B. On a la liste A de plantes médicinales et la liste B qui sont au monopole pharmaceutique. Et donc la liste A, c'est des plantes qui ont été traditionnellement utilisées, qui n'ont pas d'effets toxiques, etc. La liste B, c'est des plantes qui ont été traditionnellement aussi utilisées, mais le bénéfice santé est moins important que le risque. Donc en fait, celles-ci, elles sont classées, on n'y touche pas. Et dans la liste A, il faut savoir qu'en 2008 a été sorti de cette liste 148 plantes qui ont été libérées, c'est ce qu'on dit, libérées du monopole pharmaceutique, que tout un chacun peut vendre. Ça veut dire que même si on se forme pas à la phyto, même si on peut demain aller sur le marché et vendre ces 148 plantes-là en vrac. Hein. Donc il y a des listes, il y a des parties qui ont été libérées bien précisément de ces plantes-là. Donc ça, on peut les vendre, tout un chacun peut les vendre. Ce qu'on n'a pas le droit, et tu l'as dit, on ne doit pas donner d'allégations en fait. On ne doit pas, c'est-à-dire que si je fais un sachet de plantes un sachet, je sais pas, pour le sommeil, j'ai pas le droit d'écrire insomnie. Je ne peux pas écrire de pathologie sur mon sachet. Donc c'est pour ça qu'on trouve des moyens détournés. On va avoir des petits mots nuits paisibles. Enfin, il va y avoir des petits mots qui sont des petits termes qui seront pas des pathologies. Et normalement, officiellement, c'est pareil. On n'aurait pas le droit de parler des vertus des plantes. Mais là, on est dans une hypocrisie, tu vois, je veux dire, en herboristerie, pour avoir bossé 8 ans en herboristerie, les gens, ils passaient la porte, ils avaient un diagnostic, ils nous disaient, voilà, moi j'ai cette patho, j'ai ça, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Et forcément, tu vois, on communiquait sur les vertus des plantes aussi. Bon. Et après, les naturopathes, bah, c'est pareil, il y a quand même aussi un peu c'est pas qu'il y a un flou, mais c'est pas encore reconnu le côté naturopathe. Après, il peut de toute façon faire un conseil de plantes, tu vois, et dire voilà, et y compris des plantes qui sont en monopole pharmaceutique, parce que si après on se contente moi je me contente pas d'enseigner les 148 plantes. J'enseigne aussi des plantes qui sont dans la liste A, parfois dans la liste B. Hein, je continue d'enseigner le gui parce que pour moi c'est important de parler du gui. Mais voilà, et donc les naturopathes, en plus, alors dernière liste aussi qu'il y a, on a la liste de ce qu'on appelle les arrêtés plantes. L'arrêté plante, il y a 530, 540 plantes et dans cette liste-là, c'est la liste des compléments alimentaires. Donc en fait, on se retrouve finalement, les naturaux, ils ont intérêt aussi de connaître au-delà des 148 plantes, puisque cet arrêté plante, on a l'artichaut qui est pas dans la liste des 148 plantes, on a le souci, il y a plein de plantes 540 plantes. Tu vois, ça c'est le complément alimentaire. Donc les naturopathes, bah forcément, ils vont pas conseiller que de la tisane. Ils vont conseiller des gélules, des teintures, etc. sous forme de compléments alimentaires. Donc ils ont quand même un large panel, quoi. Alors, et là, justement, tu réponds parfaitement, Nathalie. Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que ça va éclairer beaucoup de monde, même ceux qui souhaitent pas se former dans l'école, pour se rassurer un petit peu sur le fait que, en fait, on vous parle de conseiller des gens. On vous parle pas de commercialiser des plantes. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous dites à quelqu'un, tu peux aller chercher ça à la pharmacie, ça peut être une plante qui a un monopole pharmaceutique, puisque c'est la pharmacie qui a le monopole de la distribution de la plante. C'est eux qui ont la maîtrise de l'usage terminal et de dire à la personne s'il y a des spécificités d'emploi, des choses comme ça. Ils ont cette maîtrise-là, en fait, entre guillemets. Donc, ça veut pas dire que quelqu'un peut pas le conseiller. Vous avez le droit de faire un article sur un blog qui en parle. Maintenant, libre aux gens de l'acheter en pharmacie, puisque c'est là que c'est uniquement le monopole de distribution. Ça veut pas dire que c'est le seul monopole de conseil. Maintenant, quand on est bien formé, on apprend à conseiller différentes choses. Et comme le disait très bien Nathalie, d'un côté, on va avoir les 148 plantes qui sont sans problème accessibles, on en trouve effectivement de plus en plus et partout. Il y a plein de super laboratoires. Dans la formation, on aura l'occasion de présenter ceux que j'estime être pour moi les meilleurs laboratoires sur ces plantes-là. Quand il y a des artisans, on aime bien les présenter aussi. Les petits producteurs, comme tu dis, c'est important de les favoriser. Et puis en plus, il y a aussi toute cette partie des plus de 500 plantes de l'arrêté plante. Alors de mémoire, c'était du 2010 ou 2000, je sais plus combien, que ça, c'est 2016, un truc comme ça qu'ils ont passé l'arrêté plante. 2014 peut-être. Ouais. Voilà, 2014, quelque chose dans ce goût-là. Moi, j'ai vécu ça parce que j'étais moi-même en train de commercialiser des compléments alimentaires et on s'est retrouvé avec des plantes qui étaient en attente ou alors validées comme ayant des bienfaits et qu'on pouvait même alléguer. L'arrêté plante, ça a été vraiment l'autorisation de vendre ces plantes, de les mettre dans des compléments alimentaires, mais surtout de dire à quoi elles servent. Et ça a été fantastique parce que on a pu à nouveau parler de la myrtille pour ses vertus sur la vision nocturne, avec les proanthocyanidines. Tu vois, toutes ces choses-là, mais c'était soi-disant plus possible avant, en attente. Maintenant, ils ont déposé le truc, boum, on a le droit. Maintenant, bien sûr, il faut avoir des produits qui soient efficaces. C'est pas parce qu'on a le droit à une allégation que la propriété vient en face.
Et c'est pas parce qu'on n'a pas le droit à une allégation que ça n'agit pas. Donc c'est là où il faut vraiment faire le distinguo. Donc bien sûr, ça c'est des choses, tout ce qui touche aux listes, tout ce qui touche aux différents éléments et spécificités pour conseiller des plantes, naturellement, vous inquiétez pas, dans la formation, on voit tout ça avec Nathalie, on voit tout ça avec Frédéric qui est pharmacienne, qui est spécialiste en aromathérapie, on voit tout ça avec nos spécialistes. C'est pas un truc qu'on vous lâche dans la nature et démerdez-vous alors que vous allez flipper de faire mal. Parce que c'est vrai que les plantes, parfois les gens me disent, j'ai peur quand même de pas bien conseiller et que ça puisse créer un problème plus grave que celui de départ. Est-ce que tu rencontres souvent des cas de gens qui se sont vraiment empirés avec la phyto, Nathalie? Non, non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut encore une fois créer ce qu'on appelle des crises curatives, donc des réactivations. Mais après, le bon sens veut qu'on réduise les doses et puis les manifestations cessent. Au pire, c'est des crises curatives. Ça veut dire que c'est des éliminations. On élimine des toxines, donc ça crée de l'inconfort. Mais de toute façon, toutes les plantes dont on parlera, ce seront pas des plantes toxiques. S'il y a des toxicités, souvent c'est des doses, mais des doses et des doses incroyables sous forme d'extrait. Et si contre-indication il y aura, de toute façon je le dirai, et il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Non. Et puis j'ai envie de dire qu'une crise curative, de toute façon c'est toujours entre guillemets positif parce que ça veut dire qu'on élimine. C'est qu'il y a de la force aussi. Il y a quand même voilà. Et c'est cette fameuse force extrinsèque qui nous fait sortir les choses et qui n'attend que ça, qui est indispensable. Le problème en fait, c'est que parfois les gens se disent j'aimerais que ça change pour moi, que j'obtienne un autre résultat que celui que j'obtenais, c'est-à-dire retrouver un peu de santé, que mon corps aille mieux, que ma santé se revitalise là-dedans. Et pour autant, il faudrait que ce soit totalement confortable. Tu sais, c'est genre, je veux me reconvertir, mais surtout pas que ça bouleverse ma vie. Il y a un petit côté comme ça. Alors, il faut comprendre simplement que parfois, ça se passe tout à fait de façon confortable, dans la douceur. Et pour d'autres personnes, en fait, la force vitale, elle est là et elle a envie de s'exprimer très fort. Elle saisit la moindre opportunité pour dire, il y a une brèche. C'est comme une brèche, tu sais, dans un barrage. Il y a 3 gouttes d'eau qui passent. Ça met la pression, ça explose le barrage, quoi. Et là, tu dis, ah ouais, c'était pas prévu comme ça, je voulais que ça aille tranquille. On sait pas comment le corps va réagir, mais en tout cas, c'est vrai qu'après, on a la possibilité aussi de moduler les doses. Je veux dire, si vous prenez 10 fois par jour une infusion, c'est pas pareil que si vous en prenez une par jour. Si vous prenez 25 gouttes de quelque chose 3 fois par jour, c'est pas pareil que 10 gouttes une fois par jour. Tout ça, on peut le moduler pour permettre au corps d'y aller tranquille. Et c'est là où il faut être formé correctement. Et surtout, acquérir de la confiance avec des gens qui ont cette expérience. C'est pour ça que j'ai choisi Nathalie. Parce que quand on a affaire à quelqu'un qui en parle, moi souvent j'ai rencontré des gens qui me disent j'ai appris la phyto avec un prof, mais en fait il était formé dans la même école que moi 3 ans plus tôt et il n'a pas spécialement d'expérience dans l'herboristerie. C'est vrai que le souci qu'on a, ça veut pas dire que les informations théoriques sont pas bonnes. Ça veut dire que peut-être l'expérience, la légitimité, la maîtrise du sujet, toutes les subtilités que tu es capable d'amener. Moi, je me souviendrai toujours que tu disais, cette plante, par exemple, tel auteur, dans tel truc, avec son expérience, a dit ça, alors que dans tel ouvrage de tel autre auteur, il a aussi amené telle nuance. Et ça passe par un niveau d'expertise. Je veux dire, quelqu'un qui découvre va te dire la même chose que sur Passeport Santé, telle plante, boum, 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 tel nutriment, boum, 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 telle huile essentielle, bam, 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 mais sans forcément la nuance. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, pour agir en confiance, en légitimité, il faut apprendre avec des gens qui ont la capacité d'amener cette nuance et qui en parlent avec crédibilité, légitimité, confiance. Tu prétends pas ne pas savoir des choses, tu ne prétends pas savoir des choses que tu ne sais pas, mais par contre, quand t'en parles, moi, j'estime que j'ai affaire à quelqu'un qui est expert, en fait. Et ça, tu sais, ça se ressent et ça donne confiance pour les étudiants. C'est totalement différent. Pour certains me disent, ouais, mais j'ai pris une formation complémentaire en phyto sur Internet, j'ai reçu 16 PDF pour 82 € et du coup, c'est bon, je suis au taquet, machin. Moi, je pense que, je sais pas ce que tu en penses, Nathalie, mais quand on lit des livres, même les meilleurs livres soient-ils, ça sera jamais pareil que recevoir un enseignement direct avec toute la gestuelle, le non-verbal, le paraverbal de l'enseignant. Ça reste des très belles informations, ça permet de monter en compétences, mais par contre, pour devenir professionnel, il faut une transformation individuelle, plus profonde que simplement remplir sa tête de connaissances. Il faut expérimenter, il faut chercher, il faut tout ça, et ça passe par l'enseignement avec nuance, et bien sûr, après, la lecture, c'est fondamental, de compléter, de chercher, d'expérimenter, etc. Qu'est-ce que tu aurais à dire à toutes les personnes qui se demandent si aujourd'hui c'est un métier d'avenir, la naturopathie?
Je rigole parce que on le voit, il y a de plus en plus de personnes qui se forment. Déjà rien que dans la phyto, de plus en plus de personnes qui s'intéressent en tant que déjà consommateurs s'intéressent à la phyto. C'est pas pour rien que il y a aussi, il y a plein de labos, plein de machins qui s'intéressent à ça. Non, non, c'est une voie d'avenir. C'est sûr que c'est une voie d'avenir. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus si par rapport, j'ai donné, je sais pas, au niveau de la santé, il y a ses limites. On voit bien qu'il y a des limites aussi. Donc, pour moi, c'est du bon sens. De toute façon, on devrait déjà se soigner en naturo depuis longtemps. On a juste perdu ça. C'est juste que être dans la globalité, être dans du bon sens et faire appel à la nature. Je sais pas. Mais oui, pour moi, c'est une voie d'avenir indéniablement. Ça, c'est sûr. Hein, mais En tout cas, toi, tu vois des gens se former, notamment en herboristerie, et derrière avoir des débouchés. Donc visiblement, il y a quand même de la place pour des gens qui ont besoin de ces métiers-là. il y a de la place. Tu sais, on parle du désert aussi, du désert médical. Tu vois. Alors après, c'est sûr qu'un naturopathe, il remplace pas un médecin. Il peut pas remplacer un médecin. Hein, on a besoin. Mais c'est vrai que un jour, j'avais donné une conférence dans une petite ville c'était alors pardon de chercher le nom, mais c'était en Bourgogne et en fait c'était sur l'herboristerie justement et il y avait des personnes de la commune en fait qui disaient voilà mais ce serait génial si une herboristerie s'ouvrait, ils nous parlaient de ce désert médical, ils étaient vraiment en demande de voilà que ce soit des naturaux, que ce soit des herboristeries, de pouvoir effectivement répondre à des petits mots du quotidien sans forcément avoir besoin on n'a pas besoin tout le temps d'aller voir un médecin, mais c'est sûr qu'il faut un diagnostic, mais voilà il y a alors après, vivre tout de suite de la naturopathie, je sais pas, tu vois, c'est sûr que parfois il faut vraiment avoir plusieurs cordes à son arc, il faut, on cumule des petites choses et tout, mais il y a de la place, hein, j'en suis convaincue, il y a de la place pour la naturopathie et on est à combien, je sais pas combien d'habitants en France, tu vois combien. Je pense qu'on est loin d'être saturé. Non, c'est ça. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, les naturopathes sont formés d'une manière qui, trop souvent, est un petit peu trop théorique et pas assez pratique. Donc, moi, ils m'écrivent beaucoup par milliers via ma chaîne YouTube tous les ans pour me dire, j'ai du mal à passer à l'action, j'ai du mal à passer à la pratique. Alors, il y a beaucoup de croyances sur la légitimité, le syndrome de l'imposteur, et puis surtout, souvent, il y a une incapacité à communiquer. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris la communication. Le problème, c'est que on a beau être passionné, etc., on peut parler avec le cœur, mais quand on ne sait pas comment on va être connecté avec des gens qui pourraient avoir besoin de ce qu'on propose, finalement, on se retrouve tout seul à avoir les meilleures connaissances de la Terre, comme le super sportif de haut niveau qui s'entraîne et qui a des performances à l'entraînement incroyables, mais qui en fait se retrouve jamais en compétition parce que il se comporte toujours mal, alors il est pas admis, et il sera jamais champion, quoi, tu vois. Là, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont une grande bibliothèque de connaissances, qui sont très bons, etc., mais en fait qui ne peuvent jamais passer à la pratique, faute de mise en route, et sans la capacité de connecter avec les gens qui leur sont dus. Donc nous, on intègre tout un tas de modules sur l'entrepreneuriat, la communication. Moi, c'est une de mes casquettes, une de mes spécialités, donc bien sûr, on prévoit tout ça, mais c'est vrai, je rejoins Nathalie. Sinon, d'habitude, on est obligé d'avoir plusieurs cordes à son arc. C'est pas facile de se lancer dans la naturopathie de manière traditionnelle, telle que c'est enseigné un petit peu partout. Sinon, honnêtement, quand on voit les plus grosses écoles de France, elles ont à peu près 400, 500 élèves chacune par an. Et je prends juste les 5 principales, ça ferait 2000 naturopathes qui sortent tous les ans. Je sais même pas si sur le territoire français, il y a 2000 naturopathes qui exercent. Donc ça veut bien dire quelque part que tout le monde ne démarre pas. Il y a un gap à passer à ce niveau-là. Il y a certainement un truc à franchir. Les chiffres, je les connais pas, donc honnêtement, peut-être que c'est pas exactement ça, mais en tout cas, c'est pour dire que ça paraît évident que tout le monde ne se met pas à exercer tout de suite. Pour autant, je pense que c'est possible à partir du moment où on fait les choses peut-être autrement pour savoir rayonner, communiquer, etc., etc. Et une question que je voulais te poser justement sur un petit peu cet avenir par rapport à ce type de santé. En tout cas, je voulais te partager quelque chose et avoir un petit peu ton avis. Moi, j'ai aussi identifié que dans les petites villes, pour avoir parlé avec des élus locaux, parce qu'on est en train de développer le premier salon de France de la naturopathie, ou en tout cas de cette démarche de santé, en fait, on propose un projet de salon clé en main à des communes qui ont envie en fait de faire rayonner ça sur leur agglomération, sur leur communauté de communes au niveau local et départemental. Et l'idée en fait, c'est d'amener une autre source de santé dans ces communes qui bien souvent ont des médecins, mais pas assez, sont saturés de patients, ne peuvent pas faire de la prévention vraiment, ils doivent traiter de la pathologie et c'est totalement leur rôle, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc l'idée, c'est d'amener en fait des nouvelles connaissances pour faire émerger chez les citoyens
en fait, et au travers des élus et des villes, une initiative, on va dire populaire, des connaissances en fait sur une autre source de santé. Et comme tu le disais très bien, toi, tu es allé dans une petite ville de Bourgogne, et ils se sont tous dit, waouh, trop génial, etc. Alors quand les gens me disent, il n'y a pas de place pour des naturopathes, je leur dis, peut-être parce que vous vous adressez pas aux personnes avec un langage qui leur parle. Si tu leur parles avec le cœur et que tu leur dis, voilà ce que ça peut vous apporter à vous et vos problèmes, pas moi ce que je vous vends. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de découvrir ça? Les gens sont très très favorables parce qu'aujourd'hui, on est dans une ornière. Et concrètement, on le voit, hein, un des constats du premier confinement que j'ai fait, c'était l'absence totale de confiance des humains dans leur santé. Et rien que ça, c'est tellement destructeur quand tu te dis, je vais sortir dehors. Si mon masque est mal mis, je meurs dans 2 jours. C'est terrible psychologiquement. Et pour certains, je vois des gens qui sont dans un état vraiment terrible. Hein. On pourrait me dire lamentable, mais il y a un côté un peu négatif dans l'image. Mais c'est des gens qui sont vraiment au ras des pâquerettes, qui sont en train de souffrir très très fortement psychologiquement. Et l'idée, en fait, c'est de revenir avec des éléments pour dire aux gens, en fait, la santé, ça passe par nous-mêmes. La santé, c'est une force qui est là, qui n'attend qu'un truc, c'est de s'exprimer. La santé, c'est un dû. C'est pas en fait une chance ou une opportunité, c'est un dû. Par contre, il faut apprendre comment la laisser s'exprimer. Parfois, on a besoin des plantes, parfois, on a besoin de l'aroma, parfois, on a besoin d'équilibre postural, de la respiration, on a besoin de l'eau, on a besoin de l'alimentation, on a besoin de la gestion émotionnelle, la libération émotionnelle, on a besoin de plein d'outils. Ou de coaching pour gérer sa motivation, sa transformation. Tout ça, en fait, on en a besoin pour que ça émerge et que ça bouillonne là-dedans. Et croyez-moi qu'à partir du moment où on en parle autour de nous et qu'on prend pas les gens pour des débiles qui peuvent pas savoir et comprendre, en fait, ces gens adhèrent. Et donc nous, tu vois, on est en train de monter un projet. On a une première ville qui est d'accord. On va me présenter des nouveaux élus là très prochainement quand j'en aurai fini avec le lancement de l'école. Et on envisage de lancer une dizaine de salons en France pour couvrir la plupart des régions, avec justement à chaque fois des partenariats sur des petites communes pour les dynamiser et pour montrer en fait qu'il y en a qui ont conscience qu'on doit aller vers un autre système de santé qui renie pas l'existant, mais simplement on voit ses lacunes. On voit qu'aujourd'hui finalement, avec toutes les mesures médicales qu'on prend, on n'arrive pas à gérer la situation actuelle. Alors, est-ce que politiquement, on a vraiment envie de la gérer autrement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la population, elle est ouverte à faire autrement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est elle qui décide, en fait, quelque part, au moment de mettre son bulletin dans l'urne et sa CB dans un appareil à carte bleue. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir l'esprit là-dessus. Et comme toi, tu l'as fait en faisant une conférence dans un petit village de Bourgogne, nous, on est allé dans le Pas-de-Calais, on va aller en région lyonnaise, on va aller dans le sud de la France, j'ai rendez-vous dans la Somme, etc. On va aller voir en région parisienne et on va aller ouvrir différents salons, clés en main pour des petites villes qui ont envie, de façon à ce que les gens locaux puissent découvrir des choses et bien sûr, on diffusera aussi sur Internet pour permettre à la ville de montrer en fait son enthousiasme en fait pour une autre sorte de santé, que les autres se disent, si d'autres l'ont fait, c'est que c'est possible en fait. Et à un moment, en fait, c'est ça qu'il faut générer dans l'esprit des gens, c'est il est possible de vivre autrement, il est possible d'obtenir un autre résultat. À partir du moment où d'autres montrent que c'est possible, à l'intérieur de moi, en fait, j'acte le fait que, quelque part, j'ai la possibilité. C'est super. C'est vraiment très, très cool. J'aimerais que tu nous dises, parmi les ouvrages que tu as écrits, c'est quelqu'un qui voudrait s'initier à la phytothérapie, par exemple, ou même d'autres ouvrages, bien sûr, mais n'hésite pas, enfin, je veux dire, c'est pas un moment pub, mais n'hésite pas, si tu veux citer un des livres que tu as écrit qui correspondrait à ce que je demande. Quelqu'un qui voudrait s'initier à la phyto, qui voudrait découvrir, qui sait pas encore si un jour il aimerait se former à l'herboristerie, à l'herbalisme ou bien même tout simplement à la naturopathie, quels livres tu leur conseillerais? Je parle pas de quelqu'un qui vient en formation, qui va recevoir le contenu. Je parle de quelqu'un qui vraiment voudrait, on va dire, passer une étape intermédiaire. C'est toujours difficile de trouver effectivement un livre. Bah, moi personnellement, à chaque fois qu'on me pose cette question, j'aime bien conseiller le livre de Jacques Florentin. Jacques Florentin, qui est pharmacien et ethnobotaniste. Hein, lui, il a écrit le livre du bon usage. Je regarde ma bibliothèque du coup, mais du bon usage des plantes qui soignent. C'est un bon livre. Moi, je trouve que c'est un bon livre. Après, c'est un livre où Jacques Florentin ne laisse pas de côté la tradition, parce que parfois on va trouver aussi des livres avec juste ce qui a été finalement prouvé par A plus B, ce qui a été démontré par la science, et avec les molécules actives, etc. Donc Jacques Florentin, en fait, il va parler de la tradition populaire, et puis après, bien sûr, qu'il va dire, voilà, qu'est-ce qui a été démontré. Et ça rassure beaucoup de personnes. Ça rassure beaucoup de personnes de dire, ça a été démontré, que c'est efficace pour ci, pour ça. Donc voilà, il y en a qui ont besoin de ça. Jacques Florentin, j'aime beaucoup son livre. Après, je rigole parce que je pense quand même
à Marie-Antoinette Mulot. Marie-Antoinette Mulot, qui est une des dernières herboristes diplômées et qui a officié pendant 40 ans en herboristerie. Elle a écrit des bouquins, elle a écrit plein de bouquins, et c'est vrai que quand on s'intéresse à l'herboristerie, il faut avoir dans sa bibliothèque le secret d'une herboriste, même si ça peut être un peu vieillot, même en termes des constituants, il y a des fautes d'orthographe sur des trucs, des machins, mais voilà, elle transmet son expérience. Pour moi, c'est important, voilà, d'avoir un bouquin d'herboriste, que ce soit Marie-Antoinette Mulot, que ce soit, on en trouve d'autres, on trouve aussi Martine Bonabel-Blaise aussi, qui a écrit des bouquins, Michel Pierre, on sait aussi, voilà, qui écrit des bouquins, bon, voilà. Voilà une piste, Et je trouve ça génial en fait parce que là, tu as mis le doigt aussi sur, il y a finalement l'observation traditionnelle, le fait, l'observation des faits, le fait qu'on sait depuis longtemps que certaines choses marchent, on ne sait pas toujours l'expliquer. Et puis par ailleurs, il y a la science. Bien souvent, on arrive à croiser des données, mais pas toujours. Et toi, justement, dans ton enseignement, comment ça se passe? J'imagine que, bien sûr, l'aspect scientifique, c'est important, mais est-ce qu'on est obligé de se cantonner à ça aujourd'hui pour obtenir des résultats? Je pense qu'il faut faire un mixte. Il faut faire un mixte. Il faut pas rejeter tout l'empirisme, y compris voilà. Moi, je parle pas des docteurs, hein, docteur Valnet, docteur Leclerc, etc. Docteur Cazin, voilà, qui ont fait de l'empirisme toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont conseillé, ils ont eu des retours de leurs patients, et voilà. Alors, bon, ça, il faut pas rejeter l'empirisme, et c'est ce que je fais en tout cas dans mes cours, c'est que je prends en compte cet empirisme, les plantes qui ont toujours été traditionnellement utilisées pour ça, et je confronte avec la science, c'est-à-dire que je regarde un petit peu justement dans des ouvrages même de pharmacognosie, on parle de pharmacognosie et l'étude des molécules actives, et puis qui décrypte, qui étudie et qui prouve que ça a été que c'est actif pour ci, pour ça. Je fais un mixte en fait, et c'est vrai que j'apprécie le côté constituant aussi, même si on peut pas résumer la plante à un seul des constituants, mais parce que ça nous donne une grille de lecture intéressante. On connaît pas du tout une plante, on regarde ses constituants, ça peut nous donner déjà un axe thérapeutique, une idée de sur quoi elle agit. Mais après, encore une fois, il ne faut pas résumer une plante à ses constituants, c'est sûr. Il faut faire un mixte. Pour moi, il faut faire un mixte. Et moi, j'ai pensé en fait que on avait eu un petit peu cet échange, et du coup, je m'étais dit, ce qui est pas mal en fait dans la formation, c'est d'avoir une personne comme toi qui va amener beaucoup d'empirisme et de science, mais un peu qui est capable de faire ce lien. Par ailleurs, j'ai des personnes qui ont une vision extrêmement scientifique en fait. Sur de la physiologie végétale, etc. Donc là, on a une personne dédiée qui donne des cours là-dessus. Et par ailleurs, on a une pharmacienne, donc aromathérapeute, qui donne aussi tous les cours sur la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et les interactions plantes-médicaments pour vraiment se dire, une fois que j'ai tout ça, je suis tranquille en fait. Je peux y aller en confiance. Je sais que je vais pas faire du mal. Je sais que je vais amener quelque chose de fonctionnel, de bénéfique. Et j'ai des bases pour devenir un vrai professionnel expert qui en fait ne se demande pas si, qui sait que. Et c'est complètement, à mon sens, c'est complètement différent. Ok, bah super Nathalie, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense que ça va éclairer énormément de monde qui commençait à se demander un petit peu comment ça s'enseigne la phyto, comment ça s'apprend, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal. Bref, toutes les questions qu'on peut se poser quand on a envie de participer à une santé, on va dire, plus humaine, durable et naturelle. Et justement, là, je pense que tu as vraiment très très bien répondu. On se retrouve très très vite avec toutes les personnes intéressées pour suivre soit des modules à la carte avec toi, pour revoir de la phyto. Parfois, quand ils ont appris, je pense à des gens qui font des formations en ligne, en PDF, me disent j'aimerais bien une vraie formation avec vraiment quelqu'un parce que ça me ferait du bien de m'inspirer et tu vois de me connecter un peu plus à un formateur. Ou au contraire, des gens dans notre cursus qui vont suivre l'ensemble des 3 ans et qui vont tranquillement avoir accès à tous les cours avec ces intervenants experts hyper inspirants. En tout cas, moi, ça me tient à cœur. Donc, merci beaucoup. À très vite, Nathalie. Merci à toi, à très vite. Au revoir. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mon prochain live, cette prochaine réunion, prochaine interview. Je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, continuez à vous autoriser à suivre ce qui vous anime de l'intérieur, si c'est devenir naturopathe, herboriste, phytothérapeute ou je ne sais quoi. Et je vous dis à très vite, les amis.